on est parti pour la creepy story. Les amis, notre histoire débute le 6 avril 1972. C'est une affaire qui est très ancienne, mais qui à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en 2023, fait toujours parler d'elle et n'est toujours pas résolue. Donc le 6 avril 1972, c'est à la période des vacances de Pâques, et donc nous sommes dans un village qui s'appelle Bruay en Artois. Donc de ce que j'ai compris, c'est un village qui est dans le nord de la France. Et donc c'est une journée tout à fait lambda. Des enfants jouent sur un terrain vague dans leur petit village qui est propice à faire une petite partie de ballon. Et puis comme toute partie de ballon, des fois, un tir un peu trop fort et la balle part un peu loin. Les enfants se dirigent pour aller récupérer la balle qui finalement est tombée de l'autre côté d'une petite butte, en fait. Et lorsqu'ils arrivent pour récupérer ce ballon, ils tombent face au corps à moitié dénudé d'une jeune fille. Et les enfants comprennent directement que ce n'est pas normal, que quelque chose ne va pas, et donc se pressent pour aller prévenir leurs parents. Donc, notre affaire est à Bruay-en-Artois, dans les Corons. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai fait des recherches quand même. Et donc, les Corons, en fait, c'était un ensemble d'habitations identiques, construits exprès pour les mineurs dans le nord de la France et dans le sud de la Belgique, si je dis pas de bêtises. En gros, c'était des maisons similaires créées exprès pour les mineurs pour qu'ils travaillent sur place. Et donc, évidemment, comme tout petit village, comme toute petite ville, et encore plus dans les Corons, la nouvelle se répand très vite. Donc, les habitants du village se ruent, en fait, sur le lieu, sur la scène du crime, pour voir de qui il s'agit, pour voir ce qu'il s'est passé, pour faire les curieux, très clairement. Et en fait, ce terrain, il est très bizarre. En fait, il est très bizarre, c'est un peu une décharge. En fait, autour du corps de cette jeune fille, il y a des bouts de tissu, des bouts de métal, de métaux, des vieux seaux, des pneus. Enfin, vous voyez un peu l'endroit où on dépose tout ce qu'on veut pas, en fait. Un peu la déchetterie du village. Donc les premières constatations qui vont être faites sur le corps, sur ce corps, en fait, le visage est tuméfié, donc elle a reçu beaucoup de coups. Visiblement, elle a été battue. Elle a des entailles assez profondes sur le corps, mais prononcées au niveau de la tête. Des griffures, comme si on l'avait traînée sur des bouts de verre. Et une plaie qui sort un peu du reste du corps sur le sein gauche. Les premières constatations qui vont être faites, c'est que cet enfant, parce que c'est une enfant, vous le saurez par la suite, est décédée par étranglement. Au prime abord, ce serait par quelque chose par un objet souple, donc un foulard ou des lacets ou ce genre de choses. Et malgré le fait que le corps ait été retrouvé à moitié nu, elle n'a pas été victime d'agression sexuelle. C'est ce qui sera dit plus tard dans l'autopsie. Mais c'est important pour l'histoire. On va resituer le décès de cette jeune fille à 20h la veille. Donc ça veut dire qu'elle a passé toute la journée dans cet endroit sans que personne la cherche ou ne la trouve, ceci dit. Et en fait, ce qui va donner une ambiance un peu bizarre à la scène du crime, c'est que le meurtrier a pris les affaires de cette jeune fille et les a posées tout autour du corps. Mais posées proprement, pas en boule, pas jetées. Comme avant, les grands-mères, pour faire sécher le linge quand il n'y avait pas encore les fils, etc., elles posaient en fait le linge directement au sol, bien à plat pour qu'il sèche. Et bien là, c'était pareil. En fait, on sent que ça a été fait volontairement. Est-ce que c'était pour dire qu'il avait le contrôle de la situation? Est-ce que c'était pour montrer que
faire passer un message, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est remarqué tout de suite par les enquêteurs et qui est très bizarre parce que quel est l'intérêt de faire ça? Et donc là, d'autres habitants arrivent au fur et à mesure, dont un habitant en particulier qui, comme tout le monde, vient constater et se dit « Oh là là, c'est un petit peu bizarre, qui est cette jeune fille ?» Et en fait, en regardant de plus près, il va s'apercevoir que les vêtements par terre, c'est celle de sa fille. Et donc, il va comprendre que la jeune fille qui est décédée, c'est sa fille, qui s'appelle Brigitte de Wévre. Sa fille était tellement abîmée au niveau du visage qu'il ne l'a pas reconnue. C'est pour vous dire. Et là, la deuxième constatation qui est faite, c'est que Brigitte, elle est décédée à 50 mètres de son domicile. Donc, juste à côté, en fait. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce papa, donc, qui s'appelle Léon de Wévre, et donc lui qui est mineur. Voilà, c'est un homme qui est extrêmement courageux, qui est décrit comme très empathique, très à l'écoute, qui aime beaucoup sa famille. Ça compte plus que tout pour lui, en fait. C'est un homme qui, en fait, est sous le choc, tout simplement, de découvrir que c'est sa fille, en fait. Et là, pareil, lui, ce qui va le faire tiquer, alors, est-ce que c'est le choc? Est-ce que c'est... Je pense que, tout de suite, en fait, je pense qu'on ne peut pas comprendre cette situation, mais lui, ce qu'il a remarqué directement, hormis toute la scène du crime, c'est que sa fille, à la base, est myope, elle porte des lunettes, et là, elles sont nulle part. Ni sur son visage, ni par terre à côté d'elle, nulle part. Il manque sa paire de lunettes. Gardez ça de côté. On va en reparler un peu plus tard dans l'enquête. Et donc, on va demander un peu à ce papa qu'est-ce que faisait sa fille la veille pour se retrouver ici? Pourquoi elle était dehors? Est-ce qu'elle avait quelque chose de prévu? Et en fait, Brigitte a une grand-mère qui s'est retrouvée seule depuis la mort de son mari, et donc elle va régulièrement l'aider. Donc elle va des fois dormir chez elle, mais sinon tous les soirs, elle a l'habitude d'y aller pour lui donner un coup de main, pour manger, etc. et lui tenir compagnie. Et donc ce soir-là, c'était prévu qu'elle s'y rende, puisque c'était ce qu'elle faisait tous les soirs. Donc personne... Et puis on est en 1972, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas le téléphone, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les portables, etc., ça n'existe pas. Donc elle devait s'y rendre, mais elle avait aucun moyen de prévenir qu'elle était bien arrivée chez sa grand-mère. Donc, là, tout de suite, il y a quand même un premier aperçu qui va se dire, est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'a surveillée et qui finalement a compris son emploi du temps et donc a saisi l'opportunité ce soir-là parce que peut-être il n'y avait personne, etc. Tout simplement, l'a tuée. Mais pourquoi? Pourquoi elle? Et pourquoi la tuer? Quel motif? Vu que le lendemain, Brigitte devait rentrer après avoir dormi chez sa grand-mère pour déjeuner avec ses parents, mais qu'elle n'est pas rentrée, ses parents se sont tout simplement dit que Brigitte était restée manger avec sa grand-mère. Pareil, ils se sont pas inquiétés, ils se sont dit peut-être qu'elle est restée manger avec elle. Et en fait après le corps a été découvert. Et là je vais vous passer une information qui est importante, mais que je vais pas développer maintenant, on le développera plus tard dans l'affaire. Mais Brigitte était depuis quelque temps suivie, je dirais même harcelée, par un homme en voiture. Gardez cette info de côté, parce que cette info-là, on l'a au début, dans ce que j'ai trouvé. Mais cette info sortira bien plus tard. Et c'est très dommage. Donc Brigitte, en fait, c'est une jeune adolescente, en fait, qui a 15 ans, donc qui est en 4e, qui est la deuxième d'une fratrie de 7 enfants. À l'époque, c'était des familles nombreuses. Elle est décrite comme une petite fille très discrète, très timide, qui se met... Voilà, qu'on ne verrait même pas, finalement, qu'on n'entend pas, qui est assez effacée et qui jamais ne parlerait à un inconnu, très clairement. Et puis, c'est une enfant, donc elle a des amis, mais pas d'ennemis. Elle a 15 ans. C'est pas une adulte. Donc, une petite fille à l'enfance tout à fait normale, avec un comportement normal et une vie tout à fait classique.
Les enquêteurs vont donc fouiller, fouiller tout simplement la scène du crime. Sauf que, bah, que s'est-il passé avant que les gendarmes arrivent? Tous les voisins, tous les habitants sont venus sur la scène du crime, les journalistes, pour prendre des photos. Donc en fait, la scène du crime est totalement erronée. Ça n'a plus d'intérêt en fait, parce que tout a été souillé. Donc aucune possibilité de trouver quoi que ce soit. Et les enquêteurs ne trouveront quoi que ce soit. Rien du tout. Et je rappelle qu'à cette époque, l'ADN, etc. n'existe pas. Donc déjà, l'ADN n'aurait servi à rien. Mais là, de toute façon, ça n'existait pas. Et ils ne vont rien trouver qui pourrait laisser des indices sur qui aurait pu faire ça et pourquoi. Donc, on refait l'emploi du temps parce qu'ils ont rien. Donc, à défaut de rien, on part de quelque chose, d'une base. Donc, nous sommes le 5 avril 1972 et Brigitte part de chez ses parents, de son domicile, pour se rendre chez sa grand-mère. Sur la route, enfin, elle part de chez ses parents avec 2 amis à elle. Et sur la route, au croisement d'une rue, elle rencontre un copain qui s'appelle Jean-Pierre, qui vient juste discuter avec elle. Voilà, donc ils se retrouvent tous les 4 à discuter. Puis, vers 19h30, tout le monde se sépare, puisque en fait, à l'époque, il y avait une série qui était extrêmement suivie. C'était Coup Double, et n'y manquant pas, ses copines et Jean-Pierre retournent chez elle pour regarder la série. Mais Brigitte, elle, doit se rendre chez sa grand-mère, donc elle prend la route à pied pour se rendre au domicile de chez sa grand-mère, qui se trouve à 800 mètres de chez elle. Vous imaginez? 800 mètres. Elle met 5 minutes à peu près pour se rendre à la plateforme. Alors, la plateforme dans cette ville-là, en fait, ça correspond à un bâtiment qui a été détruit en 1971. Et en fait, lorsqu'il a été détruit, ils ont laissé finalement le sol. Et donc, ça a été appelé la plateforme. Donc, en fait, pour se rendre à cet endroit-là, Brigitte met 5 minutes. C'est très rapide. Et c'est là qu'elle sera vue la dernière fois par Dominique Roger. Dominique Roger, c'est une voisine et amie de Brigitte. Elles se connaissent depuis très longtemps. Et elle dira avoir vu ce soir-là un homme avec Brigitte en train de discuter. Malheureusement, il était de dos, donc elle ne pourra pas décrire vraiment son visage. Mais par contre, elle dira que c'est un homme qui est très athlétique, pas spécialement grand, mais qui portait par contre un pull foncé, un pull au vert, avec un col roulé. C'est le seul détail qu'elle pourra donner. Donc le soir du drame, ce qui malheureusement n'aide pas, c'est qu'il y a un match de foot qui correspond à maintenant la Champions League. Je n'y connais rien. Et donc en fait, tout le monde est devant sa télé, même les femmes. Tout le monde regarde ce match qui est très important. Et donc il n'y a personne dans les rues en fait. Les rues sont désertes. Donc au moment où Brigitte se rend chez sa grand-mère, elle est plus ou moins seule dans la rue en fait. Et là, on va avoir un premier témoignage qui va lancer l'enquête pendant très longtemps. Vers 20h, une infirmière rentre à son domicile, elle rentre de sa journée de travail, et en fait, elle ne peut pas se garer dans son garage pour la simple et bonne raison qu'une voiture est stationnée juste devant. Donc elle regarde un peu, c'est une voiture, c'est une 504, voiture de l'époque. Elle regarde un peu, mais elle voit personne à l'intérieur. Donc tant pis, elle se gare ailleurs et elle décide de rentrer chez elle. Vers 20h20, elle expliquera qu'elle regarde par la fenêtre pour voir si le propriétaire de la voiture est venu. Et là, elle aperçoit effectivement quelqu'un à l'intérieur du véhicule. Un homme qu'elle décrira plutôt corpulent et chauve. Chose qu'elle a remarqué. Mais elle n'a pas envie de sortir pour lui demander de déplacer sa voiture, etc. Et puis elle est passionnée du foot. Donc elle veut finir le match de foot. Et donc elle finit de regarder. Et donc vers 22h20, 22h30, fin du match, elle regarde à nouveau par sa fenêtre. Et cette fois-ci, la voiture est à nouveau vide. L'homme qui y était n'y est plus. Donc là,
la femme perd un peu patience. Honnêtement, elle perd un peu patience. Et donc, elle décide de sortir. Et en fait, elle se rend compte que la voiture n'est pas fermée à clé. Donc, elle décide de l'ouvrir. Et elle découvre à l'intérieur une veste. Une veste d'homme. Et un sac avec des raquettes de tennis dedans. Rien de particulier, c'est une voiture avec des affaires personnelles. Sauf que là, ça fait 2 heures que la voiture elle est garée devant chez elle, qu'elle peut pas rentrer dans son garage, et donc elle décide tout simplement de relever la plaque d'immatriculation. Parce que, voilà, elle veut plus ou moins aller se plaindre après, certainement auprès de la police, tout simplement. Et donc ça tombe super bien, puisque du coup, les policiers, grâce au fait qu'elle ait relevé cette information, peuvent découvrir à qui appartient cette voiture. Donc ils font les recherches nécessaires et ils s'aperçoivent qu'il s'agit de Pierre Leroy, un notaire de Bruay en Artois. C'est un homme qui a 37 ans, qui est célibataire, qui vit toujours chez sa maman, mais qui fait très clairement partie de la bourgeoisie. Il a un train de vie plutôt aisé, ceci dit, il est notaire, donc il a une vie plutôt agréable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations dans la région, qui connaît beaucoup de monde, qui est respecté, en fait. Et donc là, les gendarmes vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faisait là ce soir-là? Sachant que, en fait, la voiture où elle était garée par rapport à son bureau, son étude de notaire, c'est à l'opposé. Il n'avait concrètement rien à faire ici. Donc, les enquêteurs décident de l'interroger. Et là, il explique que s'il s'est garé là ce soir-là, c'est parce qu'il se rendait chez Monique Mayer, qui est son amante. Amante, il est célibataire, mais elle, pour le coup, à ce moment-là, ne l'est pas vraiment, puisqu'elle est en procédure de divorce avec son mari. Elle l'est sans vraiment... Enfin, c'est très récent. Et donc, il s'est garé là pour se rendre après à pied à la maison de cette femme de manière discrète. Voilà. Alors, on va pas se leurrer, c'est une relation que très clairement, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant qu'ils se voient tous les deux, mais qu'il faut quand même garder secret. Vous connaissez les campagnes, comment ça se passe. Et donc, finalement, la maison de Monique Mayer se situe juste en face de celle de Brigitte, séparée par le terrain où Brigitte a été retrouvée. Et là, les enquêtes, dès le départ, ils ne le croient pas. Enfin, les enquêteurs ne le croient pas. Pour eux, il a quelque chose à cacher, il n'est pas net. Et donc, là, ils décident d'interroger la concernée, c'est-à-dire Monique, pour savoir si elle confirme la version des faits de Pierre Leroy. Et elle va absolument tout confirmer. Les horaires, voilà, va expliquer que Pierre est bien arrivé chez elle à 20h30, qu'ils ont dîné, qu'ils ont regardé la suite du match, puis qu'ils ont fait un jeu de cartes, et ensuite il est reparti vers 23h. Mais là, le problème, c'est que ça concorde pas du tout avec le témoignage de l'infirmière, qui, elle, dit avoir vu cette voiture garée devant chez elle à 20h10. Ce qui laisse, finalement, un battement de 20-25 minutes. Qu'a-t-il fait pendant ces 20-25 minutes, sachant qu'il n'était pas dans sa voiture, puisque l'infirmière ne l'a pas vu? Que faisait-il? Et donc, pareil, ce qui surprend un petit peu les enquêteurs, c'est que c'est un fan de foot lui aussi. Et donc finalement, il arrive chez Monique Meyer à 20h30, alors que le match finalement était déjà commencé et qu'en gros il arrivait quasiment à la fin de la première mi-temps. Étonnant pour un fan de foot quand même. Ça fait beaucoup, les enquêteurs trouvent ça bizarre. Pierre Leroy est un peu le bon coupable aussi parce qu'il est un peu au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'a pas vraiment d'alibi puisque finalement le seul alibi qu'il a c'est Monique et finalement ça concorde pas du tout avec la déclaration de l'infirmière. Donc bizarre. Et donc là, pris au piège ou peut-être qu'il s'était trompé et finalement on ne sait pas, il va expliquer que oui il s'est trompé. Il n'est pas arrivé à 20h30 chez Monique. Il est arrivé effectivement à 20h10. Mais avant de se rendre chez Monique, il est resté dans sa voiture pour écouter de la musique classique, parce qu'il ne voulait pas croiser le mari de Monique, qui
apparemment est un ami à lui. Sauf que deux choses ne vont pas. La première, c'est qu'il n'était pas dans sa voiture puisque l'infirmière ne l'a pas vu. Et la deuxième, c'est que Monique ne voyait pas son mari depuis déjà un certain temps. Enfin, ne voyait plus son mari depuis déjà un certain temps. Donc à quel moment il craignait de le croiser? Il n'y avait aucun risque. Donc là, il est placé en garde à vue. On a vraiment cette sensation que plus ça va, plus il s'enfonce. Et bah là, il va se passer quelque chose d'assez étrange. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pendant la garde à vue, Monique va lui apporter une couverture. Au milieu de cette couverture, on va découvrir un porte-monnaie. Et dans ce porte-monnaie, on va découvrir un petit mot écrit de la main de Monique. Je cite, « Je ne puis affirmer avoir parlé du meurtre. » Alors, on comprend pas bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que elle a peut-être dit des choses qu'il fallait pas dire, que peut-être elle s'est trompée, que du coup, on sent que finalement c'est perçu par les enquêteurs, par les policiers, etc. comme une tentative de concertation sur ce qu'ils doivent dire ou pas dire, ce qu'elle doit dire ou pas dire. Mais c'est pas non plus un aveu. Mais c'est très bizarre. On sent qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est pas net. Et donc, quand l'annonce est faite que potentiellement le meurtrier de Brigitte, c'est un notaire, que c'est Pierre Leroy, ça déclenche une bombe. Pourquoi? Parce que c'est un homme de la haute qui tue une fille de mineur. Vous voyez, il y a ce contexte social où c'est encore les bourgeois qui se permettent des choses, c'est encore les bourgeois qui nous prennent de haut, les bourgeois maintenant font du mal à nos enfants, vous voyez, et donc c'est un contexte extrêmement sensible en fait à ce moment-là. Et donc très clairement, il a attendu à la sortie du commissariat par beaucoup de personnes. Et puis il va être très clairement traîné dans la boue. Et le problème, c'est qu'on va découvrir des choses sur lui au fur et à mesure qu'il ne joue pas en sa faveur. Déjà, on le décrit comme un homme, très bon catholique, qui va à la messe le dimanche, qui vit chez sa mère, qui est célibataire. Enfin, vous voyez, un homme, qui est plutôt rangé, qui a plutôt une vie normale, qui impose finalement un certain respect. Et finalement, on va apprendre que Pierre Leroy se rend dans des bars où des femmes font payer certains services. Voilà. Et donc, un journaliste, je vais pas citer le nom parce que justement, moi j'ai trouvé beaucoup d'infos sur lui. C'est même lui qui raconte une partie de cette histoire et je trouve il faut pas trop le mettre en avant parce que je trouve qu'il a fait beaucoup de choses très mauvaises vis-à-vis de cette famille, mais il a aussi fait beaucoup de choses bien. Et donc lui, il va aller dans ce bar pour essayer d'interroger ces femmes un peu, voilà. Et il y en a une qui va lui répondre, il va lui expliquer, il va dire, moi, je suis journaliste, j'enquête sur Pierre Leroy, etc. Et elle va expliquer, ah mais oui, Pierre, je le connais très bien, c'est mon ami. Alors, je vous fais pas un dessin, très clairement, c'est plus ou moins un bar à striptease de l'époque. Il va dire, ah bon, comment ça? Elle va dire, oui, il vient régulièrement, mais il est un peu bizarre parce que quand on se voit, il vient toujours accompagné d'un scalpel et il me demande de me faire une petite entaille pour que je saigne et il regarde mon sang couler. Alors bon, ça fait pas de lui un meurtrier, on est bien d'accord, mais on peut reconnaître quand même que c'est un fantasme un petit peu bizarre. Et que pour quelqu'un qui est censé être rangé et qui donne une image d'un homme plutôt respectable, ça aide pas trop. Voilà. Suite à ces témoignages, le juge de l'époque, et vous allez voir que le juge va être une partie très importante aussi de cette enquête, Henri Pascal, lui, il est de plus en plus convaincu que le notaire est responsable, que c'est lui qui a fait ça.
qu'il n'y a pas d'autre coupable en fait. Et en fait, ce qui va marquer les esprits à cette époque, c'est que, je pense que vous le savez, normalement un juge, comme les enquêteurs d'ailleurs, ne dévoile que très peu d'informations à la presse ou au public, pour des raisons voilà, de confidentialité. Mais ce juge-là va être très, très, très transparent, autant avec les médias qu'avec la population. Il donnera des interviews, il donnera son avis, il donnera les avancées de l'affaire, il n'hésitera pas à être interviewé, chose qui clairement surprend tout le monde, puisque normalement, les juges ne font pas ça. Et donc là, on passe au 27 avril 1972, et le juge décide d'organiser avec Pierre Leroy une reconstitution de cette soirée-là. Et donc là, on fait enfiler à Pierre Leroy le fameux pull à col roulé que Dominique avait aperçu. Et là, Dominique dit très clairement, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Parce qu'en fait, le notaire, c'est un homme très grand, il fait plus d'1m80. Il est plutôt fort. Elle dit, moi, j'étais plutôt un homme d'1m70 et athlétique. Ça ne correspond pas du tout à l'homme qu'elle a aperçu ce soir-là. Donc là, le juge, il est un peu déçu. Il est un peu déçu parce qu'il aurait aimé justement que ce soit confirmé et qu'elle dise oui, il correspond tout à fait au profil que j'ai vu. Et là, malheureusement, non, il se rend compte que ça correspond pas, en fait. Et donc, le procureur va demander la mise en liberté de Pierre Leroy, puisqu'actuellement, il n'y a rien contre lui. Le fait est que, il y a juste sa voiture qui a été trouvée à 1 heure, mais à aucun moment, il aurait pu très bien être là sans s'en prendre à Brigitte. Donc, il n'y a rien concrètement contre lui. Il n'y a que des témoignages un peu bancals, des fabulations. Enfin, voilà, il n'y a rien, en fait. Et là, le problème, c'est que, les habitants des Corons, s'énervent. Parce qu'ils se disent, encore une fois, s'il est libéré, c'est parce que c'est un riche, c'est parce qu'il connaît du monde, c'est parce que c'est un bourgeois. Et donc, en fait, il y a ce fait de société, en fait, cette guerre, plus ou moins, entre les pauvres et les riches, qui joue énormément dans cette affaire. Et le 2 mai 1972, le juge, en interview, déclare qu'il ne veut pas que Pierre Leroy soit remis en liberté. Donc il le laisse en prison. Mais il n'a rien actuellement pour justifier sa mise en détention, en fait. Et c'est ça qui va commencer à faire chauffer un peu au milieu de la justice, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde peut-être un innocent en prison, il n'a rien contre lui. À quoi ça rime? Le 4 mai, le légiste transmet le rapport d'autopsie qui a été fait du coup sur le corps de Brigitte. Donc il confirme bien que la cause de la mort, c'est par l'étranglement avec un lien souple, donc potentiellement un foulard. Il explique que le corps de Brigitte possède des marques aux poignets et aux pieds, enfin aux chevilles, mais post-mortem, ce qui expliquerait qu'il aurait fallu 2 personnes pour déplacer son corps. Et là, pour le juge, ça fait pas de doute. Si c'est Pierre Leroy le responsable, qui a pu l'aider à déplacer le corps? Monique Meyer. Et donc là, on va parler de cette femme, qui est quand même une femme importante dans cette histoire. Donc c'est une femme qui est décrite majoritairement même par des gens qui habitaient là, qui ont grandi là-bas. Une femme qui est très impressionnante, qui a un fort caractère, qui a un regard perçant, qui en impose en fait. Une femme qui fait presque peur finalement. On sent que c'est une femme qu'il faut pas embêter en fait. Et donc elle tient un magasin de meubles à Bruay en Artois. Et c'est une femme qui n'hésite pas à faire crédit pour les meubles, pour que même les ouvriers qui n'ont pas trop d'argent puissent se payer des meubles. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est un petit peu la complice idéale, très clairement. On ne voit pas quelqu'un d'autre. Et puis, ça expliquerait pourquoi le soir, ils se sont rejoints tous les deux. Et puis, de toute façon, qui aurait pu aider Pierre Leroy par son amante? Personne.
Donc 3 mois après ça, un témoin, dont on n'a pas le nom, va dire avoir vu une jeune fille au bras du notaire dans une rue voisine et qu'en même temps qu'il a aperçu cette jeune fille avec Pierre Leroy, il a vu distinctement dans une voiture blanche, une 504, une femme au volant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce témoignage est quand même un petit peu bizarre, puisque c'est une fois qu'on dit que peut-être Monique serait la complice, que cette fois-ci, on l'aperçoit dans cette fameuse voiture, que cette fois-ci, on l'a vue dehors, alors que jusqu'à présent, personne n'avait rien dit. Je reste intimement persuadée que c'est des gens qui voulaient tout simplement les faire payer, qui voulaient se venger de ces gens qui font partie plus ou moins de la bourgeoisie. Mais clairement, pour moi, ce témoignage n'est pas viable. Mais ça va suffire au juge pour se dire « Eh ben Monique, je la mets en détention ». Voilà. Il se base sur un seul témoignage qui, on ne sait même pas s'il est viable. Le 18 juillet 72, Pierre Leroy, vu qu'il n'a ni fait d'aveu et qu'il n'y a toujours pas de preuves, est remis en liberté et Monique sera remise en liberté 10 jours plus tard. Sauf que Pierre Leroy, avec ses contacts et ses avocats, va faire une requête à ce que que le juge soit dessaisi de l'affaire. Ça va fonctionner. Le 20 juillet, le juge est dessaisi de l'affaire de Brigitte de Wevre. Autant vous dire, c'est une explosion dans les corons. Pour eux, encore une fois, c'est encore le sujet. C'est les bourgeois qui ont gagné. Le seul juge qui voulait la vérité, qui avait trouvé le coupable, est dessaisi pour ne pas mettre un bourgeois en prison. Et donc là, ça explose en fait. Donc des manifestations sont organisées, une marche va être organisée, une manifestation plus qu'autre chose, avec un portrait de Brigitte et un portrait d'Henri Pascal, donc le juge, pour tout simplement réclamer la justice. Et juste rendre hommage à ce juge qui se bat, en fait, pour que ces ouvriers aient justice, tout simplement. Un nouveau juge, du coup, est nommé sur cette affaire, qui, lui, va être carrément l'opposé. Donc, plus aucune info ne va sortir de cette affaire pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, finalement, un calme revient à Bruay-en-Artois, mais un faux calme, il faut le dire, mais plus d'infos circulent. Les journalistes n'ont plus d'interviews avec ce juge. Ils n'ont aucun élément pour donner, en fait, des informations aux habitants. Plus rien ne passe. Et presque un an après, même un an après, tout ça, rebondissement dans l'affaire, un nouveau suspect est arrêté. Et il s'agit de Jean-Pierre, l'ami de Brigitte qu'elle a croisé, avec qui elle a discuté avant de se rendre chez sa grand-mère. Donc Jean-Pierre, c'est son voisin, c'est un ami, elle a grandi avec lui très clairement, ils ont grandi ensemble. Lui, c'est un garçon qui, en fait, vit avec son grand frère, puisque ses parents sont décédés. Donc il vit avec son grand frère, mais son grand frère est mineur, donc il passe sa journée au travail, et donc en fait, finalement, c'est un enfant qui est un petit peu livré à lui-même, qui est décrit comme un enfant qui fait des petits délits, mais voilà, vraiment pas le mauvais garçon, mais qui est un peu perdu, qui est désœuvré, qui traîne un petit peu dans la ville, voilà, mais pas le mauvais garçon, juste un gars complètement perdu. Il est décrit vraiment comme ça. Et en fait, là où ça va faire tiquer les enquêteurs, c'est qu'il était partout où il fallait être lors de l'enquête. Lorsqu'il y avait du monde, qu'il y avait les journalistes, lors de la reconstitution, sur la scène du crime, il était tout le temps là en fait. Il était tout le temps là et finalement, limite on trouve ça bizarre, alors que finalement les habitants font tous la même chose. Mais voilà. Mais en même temps, ce qu'on se dit, c'est que Brigitte, avant de mourir, finalement, c'est plus ou moins la dernière personne qu'il a vue en vie. Donc, lui, on sait qu'il a quitté vers 19h30 Brigitte, qu'il est rentré chez lui
pour regarder la série et qu'il est reparti par contre de son domicile vers 19h50. Une voisine l'a vu et il confirmera. Pourquoi il est ressorti à 19h50? Où allait-il? Qu'est-ce qu'il allait faire? Et là, il va expliquer que il est ressorti pour se mettre au coin de la rue, pour fumer une cigarette, et que justement, ce soir-là, il a vu en plus le notaire passer au volant de sa voiture. Donc le 5 avril 1973, donc un an après, les policiers amènent Jean-Pierre sur le fameux coin de rue où il fumait sa cigarette et où il aurait aperçu la voiture, sauf qu'en fait, les policiers se rendent compte que c'est pas possible de là où il était qu'il ait aperçu Pierre Leroy dans sa voiture. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, on se dit, il tient pas la route, il dit des choses qui sont pas vraies, il est pas clair dans ses témoignages. Bon, sachant qu'en plus, depuis, le notaire et son amante ont été totalement blanchis. À aucun moment, ils sont encore plus ou moins présumés suspects. Pas du tout. Donc, il est placé en garde à vue. Et donc, les policiers sont tellement intelligents, vu qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'ont aucune piste et qu'ils ne trouvent rien. Et que là, c'est le jeune un peu perdu, un peu désœuvré, qu'on peut un peu manipuler, qui est un peu fragile. Et ils vont le pousser à bout, lui mentir, lui inventer des procès-verbaux, lui inventer des indices, etc., qui ont été trouvés, pour que Jean-Pierre passe aux aveux et malheureusement, il va craquer. Il va craquer. Il va expliquer qu'en fait, ce soir-là, il a donné rendez-vous à Brigitte à la fameuse plateforme. Et que ils se sont rendus tous les deux là-bas parce qu'en fait, ils sont plus ou moins amoureux tous les deux en fait. Ils sont un petit peu amoureux, donc il lui donne rendez-vous pour qu'ils se retrouvent. Ils ont commencé un petit peu à flirter, les bisous, voilà, etc. Et puis potentiellement, il a voulu aller plus loin. Brigitte n'était pas d'accord. Elle l'a repoussée et en fait, lui, en la poussant, elle est tombée. Et elle se serait fracassée le crâne sur une marche de la plateforme. Et donc là, il aurait découvert qu'elle respirait plus. Donc, sous le coup de la panique, de l'accident, il voulait pas se retrouver en prison. Il décide de maquiller ça en meurtre. Donc, il va traîner le corps jusqu'au terrain vague qui est pas très loin. Aller chercher chez lui une petite hachette que tous les foyers ont à l'époque. Hein, c'est quelque chose d'assez récurrent dans les foyers. De lui faire ces quelques entailles. Et voilà, de prendre les lunettes. Et il va dire par contre qu'il a pris les lunettes de Brigitte et qu'il les a cachées chez lui. Je vais vous dire la suite, mais déjà, on est d'accord que quelque chose ne va pas du tout dans son témoignage puisque le légiste a attesté qu'elle était décédée étranglée. Et Jean-Pierre est en train de nous dire qu'elle est décédée en se fracassant le crâne sur une marche. On est d'accord que déjà là, le témoignage, ça tient pas la route non plus. On va en reparler plus tard. Une perquisition est réalisée du coup au domicile de son frère et on va effectivement retrouver les lunettes de Brigitte chez lui. Trop bien pour les policiers, c'est forcément le coupable. Pourquoi il avait les lunettes de Brigitte chez lui? Il avoue que c'est lui qui l'a tué même si c'est accidentel. Et puis, truc trop bien, on trouve chez lui un pull au vert col roulé de couleur foncée comme celui que Dominique a décrit. C'est le coupable idéal. C'est le coupable idéal, c'est forcément lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Les lunettes vont être expertisées pour s'assurer que c'est bien la correction et la monture de Brigitte. Pour l'opticien, c'est très clairement le cas. Par contre, les parents, au début, vont nier que ce sont la paire de lunettes de leur fille, pour la simple et bonne raison que Jean-Pierre, c'est un enfant qu'ils ont limite élevé. C'est presque quelqu'un de la famille. Et pour eux, c'est juste impensable qu'il ait pu faire du mal à leur fille. C'est juste inimaginable. Mais ils vont finir par reconnaître que oui, c'est très clairement les lunettes de leur fille. Voilà, il n'y a pas de doute. Et donc, comme je vous l'expliquais, là, ça pose problème. Ça pose problème parce que dans son témoignage, il ne reconnaît pas de l'avoir étranglée. Il reconnaît juste qu'elle a glissé et qu'elle s'est tuée en se cognant le crâne. Mais ça concorde pas du tout avec l'autopsie du légiste. Donc là, on décide d'emmener Jean-Pierre à Paris pour l'auditionner de manière un peu plus costaud. Très clairement, c'est pour ça. Hein. Et là, malheureusement, il va fournir 9 versions différentes.
On peut voir ça comme finalement plus ou moins des aveux de quelqu'un qui essaye tant bien que mal de se dépatouiller pour ne pas prendre trop cher, comme on peut voir ça comme quelqu'un qu'on force à adapter au fur et à mesure les versions en fonction de ce que les policiers lui disent. Parce que là, forcément, les policiers lui ont dit « Mais non, tu nous as menti. Parce que Brigitte est morte étranglée. Donc tu nous as menti. » Donc finalement, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Pierre? Oui, oui, c'est vrai que du coup, je l'ai étranglée. Il s'adapte en fait à ce que les policiers lui disent. Donc, ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Et dans les corons, personne ne croit coupable ce jeune homme qui a l'âge à Brigitte d'ailleurs. Personne ne le croit coupable. Pour eux, il n'y a pas de doute, c'est le notaire. À aucun moment, un enfant des corons aurait tué une enfant des corons. C'est juste impossible. Et donc, le 2 avril 1974, on fait une nouvelle fois une reconstitution avec Jean-Pierre. Donc, sur la plateforme, on va placer un mannequin qui fait exactement la même taille et le même poids que Brigitte. Puisque, dans ses témoignages, dans ses aveux, il explique avoir traîné le corps jusqu'au terrain vague. Donc, on lui demande de traîner le mannequin jusqu'au terrain vague. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Il fait 2 mètres à traîner le corps et il n'y arrive plus. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Jean-Pierre, c'est un jeune homme tout fin, tout frêle. Et que, mine de rien, Brigitte faisait quand même une 40aine de kilos. Il faut pouvoir le tirer, le corps. Et donc, là, en fait, on se dit, mais c'est pas une reconstitution, en fait. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque reconstitution, ce n'était pas fermé au public. Il y avait les habitants, la presse, les médias, il y avait tout le monde. Hein. Et encore une fois, Dominique, finalement, celle qui a donné un témoignage depuis le départ et qui est restée... en fait... qui n'a pas changé sa version, va dire « Mais ça ne peut pas être lui. Je vous ai dit que c'était un homme athlétique, qui était musclé. Jean-Pierre ne l'est pas du tout. C'est un jeune homme qui est tout fin, en fait. Donc, elle explique que ça peut pas du tout être lui, que ça correspond pas du tout. Et donc, là, on réinterroge une nouvelle fois Jean-Pierre, qui, cette fois-ci, avoue avoir menti. Il avoue avoir menti, il avoue que, tout simplement... il a avoué un crime qu'il n'a pas commis parce que très clairement, on lui a mis la pression. Parce que très clairement, les policiers l'ont forcé à avouer. Qu'on l'accusait avant même que lui, il ait avoué. Mais que ce n'est pas lui, qu'il n'a rien fait. Mais par contre, la seule chose qui confirme, c'est que ce soir-là, il a bien donné rendez-vous à Brigitte, mais qu'elle ne s'y est pas rendue. Ça, c'est la seule chose qui conserve de son témoignage, c'est qu'effectivement, il est bien ressorti, qu'il a bien donné rendez-vous à Brigitte, mais qu'elle n'est jamais venue. Le 27 juin 1975 à Paris, le procès de Jean-Pierre a lieu. Donc c'est ouvert devant une cour d'assises pour mineurs, puisqu'il est mineur à ce moment-là. Donc il clame son innocence. Mais c'est vrai qu'il s'embrouille un petit peu dans ses déclarations. Donc ça met un peu le doute. Voilà, quelqu'un qui bégaye un petit peu, ça fait un peu quelqu'un qui culpabilise. Et donc Jean-Pierre va tout simplement s'effondrer en larmes parce qu'il va expliquer qu'il n'est pas responsable, qu'il n'a pas tué Brigitte, mais que finalement, il a l'impression qu'il l'est plus ou moins indirectement parce que s'il ne lui avait pas donné rendez-vous ce soir-là, elle serait certainement encore en vie. Donc il s'en veut. Il culpabilise. Mais ce n'est pas lui, le meurtrier. Donc ce qui est répété au tribunal, c'est que il y a la fameuse conversation au coin de la rue entre Brigitte, ses 2 copines et Jean-Pierre. Jean-Pierre donne rendez-vous à Brigitte à la plateforme. Elle ne viendra jamais. Il rentre chez lui. Le lendemain, il faisait partie des garçons qui jouaient au football sur le terrain vague et qui ont découvert le corps de Brigitte. Et il va expliquer qu'en fait, à ce moment-là, il va décider de prendre les lunettes de Brigitte en souvenir. Parce que finalement, c'est une amie, mais voire même plus. Pour le coup, il avait des sentiments amoureux pour elle. Et donc, il décide de prendre ses lunettes comme souvenir. Il aurait pu prendre autre chose, mais voilà, il prend ses lunettes. Le 15 juillet 1975, il est déclaré non coupable. Au bout quand même de 2 ans d'incarcération, donc il a quand même fait 2 ans de prison. Mais il est déclaré non coupable.
Parce que y a rien non plus contre lui en fait, malheureusement, à part la paire de lunettes chez lui, et c'est très léger finalement, parce qu'il y a tellement de gens qui ont été sur la scène du crime qui nous dit il y en a pas peut-être d'autres qui ont pris des indices aussi. Donc bénéfice du doute, il est relâché. Et là, il est enfin temps. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un homme au début, je vous ai parlé que Brigitte se faisait suivre régulièrement depuis un certain temps par un homme. Vous vous rappelez? Et ça, les gendarmes n'en ont jamais pris l'information. Enfin, ils ont eu l'information, mais ne l'ont jamais utilisée. Ça a été le notaire, ça a été Jean-Pierre, mais alors le rôdeur, finalement, ça ne les intéressait pas. Et en fait, une copine de Brigitte va expliquer que un homme l'abordait régulièrement sur le chemin de l'école ou sur le chemin lorsqu'elle se rendait chez sa grand-mère. Et que finalement, un soir, il a essayé de rentrer en contact avec elle suffisamment pour qu'elle soit terrifiée et qu'elle se rende chez sa grand-mère en courant le plus vite possible. Elle expliquera à sa grand-mère avoir été poursuivie par cet homme en voiture, qu'elle le trouvait extrêmement louche et que accessoirement, c'était pas la première fois qu'il venait l'embêter. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Comme toute enquête, quand il n'y a pas d'indice, qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas d'aveu, et plus de suspects officiels, l'affaire va tomber dans les oubliettes, un petit peu. Les policiers vont plus ou moins continuer, mais vont rien trouver d'autre, ne vont rien trouver de plus qui pourrait relancer l'enquête. Et finalement, c'est ce fameux journaliste que je vous ai parlé un petit peu au début de cette histoire qui va décider, lui, de continuer. Il va décider, avec Léon de Wèvre, le père de Brigitte, de ne pas perdre espoir et de ne pas laisser tomber cette affaire. Donc il va aller toquer à des portes. Il va essayer de recueillir de nouveaux témoins, de nouveaux indices, de nouveaux témoignages en fait, tout simplement. Et en 1976, vous imaginez, c'était en 1972, donc 4 ans après, le père de Dominique Roger, celle qui a vu cet homme au col roulé, dit au journaliste qu'il faut qu'il lui parle. Et il va lui expliquer que le soir du crime, lui, en fait, dans son terrain, il allait ranger ses tomates. Donc, c'était vers 20h05, 20h10. Et il a aperçu un homme en imperméable sur le haut de la butte où le corps de Brigitte a été retrouvé. Et cet homme, en fait, est descendu de cette butte en imperméable, en se frottant l'imperméable comme s'il essayait de se débarrasser peut-être de traces de sang. Mais qu'il n'a pas vu plus, puisqu'après, tout simplement, il est rentré chez lui. Mais il explique par contre que c'est pas un homme d'Écoron, qu'il ne le connaît pas, c'est pas un homme d'ici. Est-ce que ce serait pas finalement ce rôdeur qui suivait Brigitte qui est passé à l'acte? Mais pourquoi? Encore une fois, en fait, on n'a toujours pas le mobile. Parce que, triste à dire, mais généralement, un homme qui tue une jeune femme, c'est potentiellement pour l'agresser, et là, c'était pas le cas. Donc, qui est cet homme? D'où vient-il? Et là, le journaliste, en fait, va trouver un dossier d'un meurtre qui est similaire à celui de Brigitte, mais qui s'est passé, pas à Bruyères-en-Artois, mais dans des villes aux alentours. Et donc, il va décider de se rendre au médecin légiste et de lui dire, est-ce que t'as pas vu... est-ce que t'as pas d'autres corps, d'autres affaires qui seraient un peu similaires à celle de Brigitte? Et là, les gars, c'est pas une affaire similaire. Pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 affaires similaires à Brigitte qui vont être constatées par le journaliste et le légiste. À aucun moment, les enquêteurs ont fait le rapprochement entre tous ces crimes. Donc nous avons le 3 novembre 63, donc avant le meurtre de Brigitte. Donc c'était à 30 km de Bruyères, donc c'est pas très loin. Une femme, Monique Imbert, est retrouvée décédée. Elle a des griffures partout sur le corps. Elle a été battue. Elle a été étranglée. Et on trouve encore une fois cette entaille sur le sein gauche. Le 24 janvier 68, avant le décès de Brigitte, Solange Bonzan, étranglée, battue, avec des griffures partout sur le corps, et l'entaille sur la poitrine, sur le sein gauche. 4 juin 70, 2 ans avant Brigitte. Raymonde Beaumont, retrouvée décédée, battue, étranglée,
avec l'entaille sur le sein gauche. Le 21 juin 70, Héloïse Carpentier. Pareil, retrouvé, corps abandonné, comme tous les autres corps, abandonné, vulgairement abandonné dans des terrains, étranglé, avec des griffures, et encore une fois, cette fameuse entaille. Et le 20 mars 72, donc un mois plus ou moins avant Brigitte, Myriam Guillaume, qui est retrouvée, elle aussi, étranglée, avec l'entaille qui à chaque fois est réalisée post-mortem. C'est-à-dire que c'est pas lors du crime, c'est quelque chose qui est fait volontairement par le meurtrier après le décès de sa victime. Plus ou moins, en fait, sa signature. Ça fait 5 affaires au total qui sont exactement, qui se passent exactement de la même manière et qui se sont passées dans les environs de Brûlé-en-Artois. Et personne n'a fait le lien. Personne. Et malgré la constatation du légiste et de ce journaliste, les enquêteurs ne prendront pas la peine d'essayer de faire un rapprochement et de faire peut-être une enquête sur un potentiel tueur en série. Ce qui veut dire que ce soit Brigitte ou ces 5 autres femmes, toutes ces affaires actuellement sont restées non résolues. On ne sait pas qui a fait ça, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'après le décès de Brigitte de Wevre, ces crimes, ce procédé, ne s'est pas répété. En tout cas, pas dans le nord de la France. Léon de Wevre, donc le père de famille, décédera sans savoir ce qui est arrivé à sa fille, malgré le journaliste qui a été très investi jusqu'au bout, tout au long de sa vie, qui a quand même fait 30 ans d'enquête, même s'il avait son travail de journaliste à côté. Et la maman de Brigitte, après le décès de son mari, va se laisser mourir et décédera elle aussi, sans savoir ce qui s'est passé, qui était cet homme, et est-ce que finalement c'était pas un tueur en série? Parce que on est d'accord que ça fait quand même beaucoup d'affaires qui sont similaires et dans des régions qui sont quand même très proches. Et cette affaire a été extrêmement médiatisée parce que beaucoup de gens pensent toujours que c'est le notaire le responsable. Et parce que tout simplement, même si à l'heure d'aujourd'hui, on retrouvait le coupable de la mort de Brigitte et ou des autres meurtres, on ne pourrait pas le condamner parce qu'il y a prescription depuis 2005. Donc dans tous les cas, même si pour X ou Y raison, on arrive à relancer l'enquête, peut-être un témoignage qui est passé à la trappe ou peut-être quelqu'un qui finit par avouer, on ne pourrait même pas punir la personne qui a fait ça.